Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clotilde Lecause et je travaille pour les Assises, l'organisation Journalisme et Citoyenneté. Je suis en charge de son développement international, ce qui veut dire que je m'occupe principalement d'organiser des assises à Tunis et à Bruxelles. Et on a voulu mettre le Media Freedom Act à l'agenda de ces assises à Tours, parce qu'en novembre dernier, on a lancé la première édition des assises européennes du journalisme à Bruxelles. Elles sont arrivées un mois après la présentation du texte et on avait la chance d'avoir des journalistes des 27 pays de l'UE et on a vu que c'était un vrai sujet. On est très en amont et je pense que Adina pourra vous parler un peu du calendrier tout à l'heure, mais on est très en amont sur le texte et voilà, c'est vraiment les tout débuts. Mais on se posait quand même la question de savoir un peu comment il pouvait être mis en œuvre en France, même s'il ne s'agit pas d'une transposition d'un texte européen, mais un peu l'impact et les effets que ça pouvait avoir sur le journalisme en France et les médias. Voilà. L'idée de ce débat, c'est vraiment de discuter, de partager nos interrogations. Donc ça va être quelque chose qui sera assez pédagogique, on ne va pas rentrer dans la technique. Je ne suis déjà pas experte sur ce texte, donc je ne peux pas rentrer dans les techniques non plus. Avec nous aujourd'hui, on a donc Emmanuel Poupart, qui est premier secrétaire du SNJ depuis 2019, et journaliste au Courrier de l'Ouest depuis une vingtaine d'années. C'est ça. Cécile Dubois, qui est rédactrice en chef de Citoyen.com, qui est un journal en ligne d'information locale sur le Val-de-Marne, si je ne me trompe pas, et aussi coprésidente du SPIL. Du coup, elle nous donnera le point de vue aussi du SPIL et des éditeurs par rapport à la première mouture de ce texte. Et Adina Revol, qui est ici pour représenter la Commission européenne, pardon, et qui va du coup aussi nous donner un peu l'esprit de ce texte, le pourquoi du comment, et ce qu'on peut en attendre également. Ben, peut-être que Adina, je vais vous donner la parole déjà pour que vous puissiez détailler un peu les grandes lignes de ce texte. Merci beaucoup, merci Clotilde pour cette introduction. Merci à vous d'être nombreux à vous intéresser à l'Europe et à cet acte qui est très important pour la démocratie européenne, puisque les médias ont un rôle très important à jouer dans notre démocratie et l'Union européenne c'est d'abord une union de valeurs. La démocratie joue un rôle essentiel et ce Media Freedom Act fait partie d'ailleurs du plan d'action de l'Union européenne en faveur de la démocratie. Alors, il s'agit d'une proposition qui a été faite par la Commission européenne le 16 septembre 2022. Alors pourquoi? Parce que nous avons vu dans l'Union européenne qu'il y a diverses formes de pression exercées sur les médias. Il y a eu aussi l'affaire Pegasus. Et donc, il était important de protéger notre démocratie et les médias. Donc, c'est très important de garder à l'esprit qu'il s'agit d'une loi européenne, donc sous la forme d'un règlement, pour protéger, c'est pas pour réglementer les médias, mais pour protéger les médias, protéger le pluralisme et l'indépendance des médias dans l'Union européenne avec un cadre clair et des principes clairs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je vais juste souligner le fait que c'est un règlement, ce n'est pas une directive, c'est-à-dire que c'est un règlement. Et donc, il est d'exécution immédiate, une fois approuvé par les co-législateurs, je vous expliquerai comment, et ensuite publié dans le journal officiel. Donc, les dispositions s'appliquent 6 mois après la publication dans le journal officiel de l'Union européenne. Et c'est un texte en fait qui est assez novateur et qui, comme je le disais, protège le pluralisme et l'indépendance des médias. C'est-à-dire qu'aucun média public ne devrait devenir un organe de propagande. Aucun journaliste ne doit pas être espionné. Et sur ce point-là, le texte, la proposition de la Commission, parce qu'encore une fois, il faut savoir que c'est une proposition, je vais vous expliquer par la suite le cheminement législatif, parce qu'on dit souvent Bruxelles a décidé que, alors que c'est la Commission qui propose, et ensuite les ministres, au sein du Conseil, et les députés européens, donc le Parlement européen, dispose en fait. Et je vais vous expliquer comment. Et
donc en fait, les propositions de la Commission sont très fortes pour justement interdire les logiciels espions. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction qui est proposée pour les logiciels espions, et que ce soit pour les journalistes ou pour leurs familles. Et il y a une exception pour la sécurité nationale, mais cette exception doit être approuvée par un juge. Et ça, c'est une disposition qui est très forte. Et aussi, pour renforcer aussi cette disposition, en fait, il est prévu que chaque État doit mettre à la disposition des journalistes la possibilité de saisir une juridiction indépendante pour demander une protection contre l'utilisation des logiciels espions. Et justement, cette juridiction indépendante doit donner son avis sous 3 mois. Alors, effectivement, il y a d'autres dispositions, parce que c'est un acte finalement qui est assez large, pour protéger la liberté de la presse. Par exemple, les rédacteurs en chef ont la liberté, il est proposé qu'ils aient la liberté de prendre individuellement toute décision éditoriale. Alors il faut savoir que c'est un règlement, donc il s'applique à toute l'Union européenne, mais il y a des dispositions nationales qui existent déjà dans certains États membres qui assurent que cette proposition est déjà en place dans la plupart des États membres. Alors les médias aussi, il est proposé aussi que les médias doivent prendre toutes les mesures qu'ils jugent appropriées pour garantir leur indépendance, l'indépendance des décisions éditoriales, et aussi pour mettre fin à des conflits d'intérêts réels ou supposés. Et puis enfin, pour les journalistes, il est aussi proposé qu'aucun journaliste ne puisse être poursuivi en justice pour avoir gardé la confidentialité des sources. Ensuite, il y a un sujet qui doit forcément intéresser la France, c'est le financement donc, du service public. Donc, il est proposé dans le Media Freedom Act à ce que les États veillent à ce que les fonds soient suffisants et stables, et des préférences allouées sur une base pluriannuelle pour le financement du service public. Et justement, dans ce cadre-là, pour assurer l'indépendance du service public, la direction et le conseil d'administration doivent être nommés de manière transparente, ouverte et non discriminatoire. Adina, je vais juste vous couper 2 minutes pour résumer un petit peu. Oui. Donc si on résume, il y a un aspect politique pour limiter l'interférence politique au sein du contenu diffusé des médias. Il y a un aspect économique, notamment lié au financement et aussi de lutte contre la concentration et donc de l'établissement de conglomérats médiatiques au niveau européen. Et il y a aussi un aspect du coup de protection des journalistes, si on le résume. Alors il y a effectivement la protection des journalistes. Après il y a un aspect lié justement au financement des médias, notamment les médias publics, qui est très important parce que c'est un facteur essentiel de leur indépendance. Et donc ça c'est une des mesures importantes, c'est d'assurer leur financement qui soit stable sur une base pluriannuelle. Et puis après, nous proposons aussi un autre outil de transparence, c'est-à-dire que les autorités nationales ou locales ou régionales doivent publier leurs dépenses médias, parce que dans certains États, en fait, on a pu voir que les gouvernements utilisent la publicité, par exemple, pour interférer sur l'indépendance des médias. Donc en fait, pour éviter que le gouvernement utilise la publicité pour diffuser des messages politiques, on a proposé une mesure de transparence que les dépenses soient publiées, en fait, le montant total, le montant par média, et par autorité, que ce soit publié tous les ans. Après, il y a aussi une autre mesure sur la transparence des médias qui est importante, c'est-à-dire qu'on propose qu'il y ait une transparence quant à la propriété des médias. Et dans ce cadre-là, justement, il y a des États qui ont déjà adopté des lois en la matière. Il y a d'autres qui ne l'ont pas encore fait. Et donc ça a été justement un problème qui a été relevé par le rapport de l'Union européenne sur l'état des droits qui a été publié en 2022. Donc voilà, ça ce sont des mesures qui ont été proposées. Après vous parlez de la concentration, en fait on ne peut pas, donc au niveau européen, il n'y a pas de section des décisions nationales, parce qu'il faut comprendre que en fait on navigue finalement
dimension où la Commission européenne et l'Europe n'ont pas toutes les compétences. Donc, nous avons notamment la compétence en termes de marché intérieur, et justement c'est la base de cette proposition de règlement, parce qu'aujourd'hui on a des dispositions nationales justement qui entravent l'achèvement du marché intérieur, et c'est la base juridique. Donc l'Europe n'a pas toutes les compétences en fait. Donc pour les concentrations, pour le contrôle des concentrations, c'est au niveau national, mais nous proposons la création d'un comité européen pour les services de médias qui remplace l'ERGA actuel, qui est un comité d'experts. Et donc nous proposons justement la création de ce comité, et ce comité peut émettre des avis sur les décisions de concentration de médias qui sont prises au niveau national lorsqu'elles menacent l'indépendance et le pluralisme des médias. Ce ne sont pas des avis contraignants, mais il y aura toujours une peer pressure, en fait, une pression qui s'exercera. Et donc on espère que ça va aussi aider de partager des bonnes pratiques et donc justement de s'inscrire dans une démarche d'européanisation de cette démarche liée aux décisions sur les concentrations des médias. Merci Adina pour ce paysage et aussi nous présenter un peu tous ces aspects. Comme vous le voyez, ce texte est quand même extrêmement large. Encore une fois, on en est au début, ce qui veut dire qu'il est négocié, débattu, et que ce qu'on a aujourd'hui dans le texte ne sera pas forcément ce qu'on retrouvera plus tard dans la version définitive. Je voulais juste insister sur le fait que ce texte, c'est une grande première dans l'espace européen, donc c'est un côté novateur de fait. Cécile, tout à l'heure, en préparant le débat, vous avez insisté aussi sur le fait que oui, il y avait un côté novateur, et j'aimerais bien que vous nous en parliez. Qu'est-ce qui vous semble novateur dans ce texte ? Merci. Merci. Ben oui, je vais vous dire en quoi on estime que le SPIL, le syndicat de la presse d'information indépendante en ligne, on estime qu'il faut un règlement. C'est ce qui est novateur, c'est qu'il y a un règlement sur ce sujet. Et pourquoi on estime qu'il faut un règlement ? En quoi ce règlement est utile? Et on a quand même 2 lignes rouges sur le sujet. Parce que j'ai entendu pas mal autour de moi de gens qui disaient, notamment des parlementaires, que ça ne servait pas à grand-chose et que finalement ça allait être du moins 10 ans. Parce qu'en France, on est une démocratie, qu'on a la loi de 81 qui nous protège déjà, et que finalement on risquait de remettre en question des fondamentaux. Alors à ça, moi je fais juste 3 petites remarques. La première, c'est que certes, nous sommes en démocratie en France, on a cette chance, et nous avons aussi cette chance d'avoir une loi très solide qui s'appelle la loi de 1881 sur la liberté d'expression, d'ailleurs, pas seulement de la presse. Mais 3 petites choses. Premièrement, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, il n'y a pas que la France. Et l'Union européenne, c'est un club, il y a d'autres pays qui n'ont pas cette chance et qui sont aujourd'hui dans des régimes libéraux. C'est le cas par exemple de la Hongrie. Donc penser collectif, c'est un peu aussi l'enjeu de ce texte, c'est que nous, on a des bonnes pratiques sur la presse, qui restent quand même perfectibles, mais on a des bonnes pratiques, on peut aussi les partager avec d'autres pays. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas à l'abri non plus en France un jour d'être dans un régime libéral. Ça peut arriver, ça arrivera peut-être. Et donc, il est absolument nécessaire de préparer la résilience et d'avoir vraiment des garanties que la liberté de la presse ne sera pas remise en question si nous nous retrouvons dans un régime libéral. Et le troisième point, c'est que quand même, certes, on a une loi de 1881 qui nous protège, mais cette loi de 1881, elle a été reniée déjà à plusieurs reprises avec différentes lois. Je vous passe les détails, mais plusieurs parties de la loi de 81 ont été retirées de la loi de 81 et entraînent des délits qui auparavant étaient jugés comme des délits de presse, aujourd'hui entraînent des comparutions immédiates. Et d'autre part, il y a des lois qui contrarient aussi la liberté de la presse, comme le secret des affaires. Donc on est aussi perfectible en France. Donc pour cette raison, oui, il faut un règlement. Et pourquoi un règlement plutôt qu'une directive? Parce qu'un règlement, ça s'applique tout de suite. Une directive, ça doit être transposé dans les pays. Ça veut dire que dans certains pays qui ne veulent absolument pas bouger, la transposition va prendre des années. Et en quoi ça va être utile? 2 points. Ça va être utile nous, on estime que ça va être utile sur 2 plans. Sur le plan démocratique d'abord. Parce qu'il y a un article dans ce règlement, qui est l'article 4, qui est absolument fondamental, parce que je ne vais pas m'étendre dessus, parce que Adina l'a parfaitement résumé. C'est l'article qui, en gros, va résumer tous
qui résume tous les droits fondamentaux à la fois des journalistes et des éditeurs, et qui parle notamment du secret des sources, mais aussi de l'interdiction d'utiliser des logiciels espions. Il y a un deuxième point aussi dans ce règlement qui est le rapport avec les plateformes, et les plateformes, un précédent règlement européen et aussi d'ailleurs une loi française oblige les plateformes à retirer des contenus lorsqu'ils ont un caractère répréhensible, enfin terroriste, et il y a tout un tas de choses. Et donc on a un risque d'autocensure parfois des plateformes. Donc ce règlement, c'est un peu le SAV du règlement précédent concernant cette incitation des plateformes à retirer du contenu. Et le SAV, c'est en gros, si vous êtes un média, vous devrez avoir un interlocuteur privilégié, un traitement prioritaire des plateformes pour retirer le contenu. Et le deuxième point, donc ça c'est plutôt sur le plan démocratie, liberté de la presse. Le deuxième point important, c'est le pluralisme et des conditions d'exercer un pluralisme, des conditions économiques d'exercer le pluralisme. Et par rapport à trois interlocuteurs, enfin à trois acteurs, l'État, et donc je ne reviens pas sur l'encadrement, le financement des médias publics, parce que ça a été évoqué, et j'ajouterais juste un point, c'est que non seulement il y a le financement des médias publics, mais ce texte prévoit aussi l'encadrement des médias publics pour veiller quand même à ce que les médias qui sont privés et qui sont indépendants puissent aussi exister, qu'il y ait une concurrence qui ne soit pas complètement déloyale entre ces médias. Et c'est important parce que nous, encore une fois, on est en France, et il y a des pays dans lesquels des médias d'État pourraient absolument tout couvrir. Donc c'est important d'avoir cette pluralité. Et la transparence dans l'allocation de la publicité publique. Ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, en France, l'allocation de la publicité publique, c'est complètement open bar, on fait ce qu'on veut. Donc là, l'intérêt de ce texte, c'est qu'il cadre et il oblige la publicité publique à être faite de manière discernée, sans discrimination entre les personnes qui perçoivent cette publicité. Le deuxième acteur, c'est les plateformes, parce que le texte propose d'instaurer un dialogue structuré avec les plateformes. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que aujourd'hui, nous, petits éditeurs, face aux plateformes, on compte rien. Syndicats d'éditeurs face aux plateformes, on compte pas grand-chose non plus. Et le fait d'avoir un acteur européen qui représente tous les pays et qui puisse dialoguer avec les plateformes autrement qu'en donnant un coup de marteau de temps en temps via un règlement ou via une grosse amende, l'idée d'instaurer un dialogue structuré sur du long terme et en gros de se mettre autour de la table avec les plateformes, franchement, ça c'est quelque chose de novateur et d'intéressant. Et le dernier point, le dernier acteur, c'est les éditeurs, c'est entre nous, entre éditeurs, pour favoriser le pluralisme, il faut qu'il y ait des règles qui soient justes et qui soient non discriminantes. Alors il y a un point qui est très intéressant par rapport à ça, c'est sur la concentration. Il y a une volonté quand même dans ce texte d'avoir un regard sur les concentrations. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est sur les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, par exemple, dans un média qui serait détenu par un actionnaire qui fait complètement autre chose que des médias. Et il y a un point, le 6.2b précisément, qui s'intéresse à ces conflits d'intérêts, qui nous intéressent beaucoup. Et un dernier point entre les éditeurs, c'est aussi le comptage d'audience. Il y a un point dans ce règlement qui invite à rationaliser un peu le comptage d'audience, ce qui sera très novateur, hein, parce que pour l'instant, le comptage d'audience, alors entre les différents pays, c'est totalement, c'est totalement anarchique, et même en France, le comptage d'audience entre les différents médias, la manière dont c'est fait actuellement, on compare des choux et des carottes. J'ai un tout dernier point, c'est très important, c'est nos deux lignes rouges par rapport à ce texte. Nous, on a deux lignes rouges absolues. La première, c'est il y a un point de ce texte, le 6.2a, qui est dans la ligne de mire de tous les syndicats d'éditeurs, pas seulement le nôtre. C'est un point qui, on m'a dit que c'était un problème de traduction, j'en doute, qui instaure une espèce d'indépendance de la rédaction vis-à-vis du directeur de publication. Ça nous pose un problème, parce que nous, évidemment, on est les directeurs de publication, donc ça nous pose un problème. Mais pourquoi ? Tout simplement pour une raison financière. Si les rédactions sont totalement indépendantes du directeur de publication qui, lui, prend les risques financiers,
il n'y aura plus personne pour financer la presse. Absolument, c'est déjà un secteur quand même très très compliqué. Là, vous pouvez être sûr que le financement va devenir extrêmement compliqué. Et en plus, ça posait un problème juridique parce que la loi de 81, elle protège le journaliste du fait qu'il est sous la hiérarchie du directeur de publication. Et si on enlève ça, il n'y a plus de protection. Et la deuxième ligne rouge, c'est le super comité qui a été évoqué par Adina Rivol, ce super comité qui, en gros, va agréger en France l'ARCOM et les autorités de régulation des différents pays. Et ce super comité, certes, c'est intéressant parce qu'il va avoir il aura une autonomie et il aura un certain pouvoir, mais attention à ce que ce super comité ne soit pas le bras armé de la Commission européenne. Actuellement, tel que c'est prévu dans le texte, le secrétariat de ce super comité doit être assuré par la Commission européenne elle-même. Ce qui là c'est très compliqué pour l'indépendance. Si même le secrétariat est organisé par la Commission qui dicte à ce comité ce qu'il doit faire, ça va être un problème. Nous, on a fait une proposition d'amendement, et je m'arrêterai là, on a fait une proposition d'amendement dans le cadre d'une association dont on fait partie qui s'appelle News Media Europe, qui est d'assurer absolument l'indépendance de ce comité et d'élargir la gouvernance de ce comité, qui actuellement donc, ne devrait regrouper que des autorités comme l'ARCOM, à, par exemple, des syndicats d'éditeurs, mais j'ai entendu d'autres propositions d'élargissement de la gouvernance à un certain nombre d'acteurs. On serait tout à fait favorable à un élargissement de cette gouvernance avec éventuellement plusieurs collèges pour que cet organe soit véritablement indépendant et reflète véritablement le pluralisme des acteurs de la presse. Merci. Merci beaucoup. Emmanuel, au SNJ, est-ce que vous pensez que ce règlement sera utile aux journalistes et aux rédactions ? Oui, alors plusieurs choses. Merci de me donner la parole. Déjà, nous, au SNJ, on trouve que le règlement est quand même une belle occasion de parler de ces sujets-là, dont on parle depuis longtemps en France. Et on pense que cette occasion-là ne doit pas être une occasion manquée. Alors, je vais vous lister un certain nombre de propositions, de revendications qu'on a, nous, au SNJ. Puis j'espère qu'après, la salle pourra aussi rebondir sur tout le débat qu'on est en train d'enclencher. Le projet de règlement, notamment, pour nous, doit instaurer un code de la route, un code de conduite européen en ce qui concerne l'éthique et la déontologie journalistique. On a vu fleurir malheureusement en France, alors moi je parle un peu plus de la France parce que je connais mieux évidemment le pays, un certain nombre de codes, de textes déontologiques, alors qu'il existe des textes fondamentaux qui protègent la profession. Il y a la charte d'éthique professionnelle, dite la charte du SNJ, il y a la déclaration de Munich et il y a la charte mondiale des journalistes de la Fédération internationale des journalistes. Et ces textes-là doivent être réaffirmés pour donner un code de conduite, code de la route, sur les pratiques déontologiques en Europe pour les journalistes et également pour les éditeurs. Il y a la question aussi de la labellisation, de la certification qui nous pose un certain nombre de questions en revanche sur ce projet européen. Je sais que notamment RSF, pour citer, propose une certification, une labellisation sur les médias. Alors nous on s'en méfie parce qu'on se demande comment on peut certifier un certain nombre de médias, quels sont les critères de certification et qui sera en mesure de certifier l'organisme certificateur. Donc voilà, il y a beaucoup de questions et beaucoup d'inconnus. Donc voilà, nous on considère que plutôt au lieu de parler de labellisation, de certification, il faut aller vers une forme de régulation des médias. Alors il a été question de la régulation des plateformes, mais aussi de mettre en avant les conseils de presse qui sont absents dans un certain nombre de pays. Alors en France, on a le CDJM, qui est le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui existe depuis décembre 2019, mais qui a un peu de peine à s'instaurer dans le paysage, parce qu'il n'y a aucune obligation aussi que les éditeurs, les employeurs siègent sur ce CDJM, dans ce CDJM-là. Donc nous, on souhaite que cette instance soit vraiment réaffirmée en France et dans d'autres pays, pour que les conseils de presse soient ces organes dans lesquels on puisse discuter enfin de déontologie. Moi, je suis journaliste au Courrier de l'Ouest, comme l'a dit Clotilde. Il y a encore quelques années, on parlait beaucoup de déontologie et d'éthique le matin dans la conférence de rédaction. Et on n'en parle quasiment plus. Et ça, c'est un problème.
vraiment de plus parler d'éthique et de déontologie, comment on peut refaire le journal, comment on réanalyse nos pratiques au quotidien et comment on aurait pu mieux faire. Et ça, c'est un problème, véritablement. La question des logiciels espions, il a été question, évidemment, nous on est pour que ces logiciels soient interdits, notamment Pegasus, etc. La question du financement des médias publics, il y a le débat en France, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la suppression de la redevance qui a notamment fait l'objet de grosses discussions au Parlement, avec cette part de la TVA qui donc, du coup est consacrée à financer le service public pendant un certain nombre de temps, donc on doit revoir ces discussions qui doivent arriver. Donc, pour nous, les services publics doivent avoir un financement pérenne, autre et assuré par notamment les citoyens. Qu'est-ce que j'avais d'autre de noter sur la question de la concentration des médias, alors c'est aussi un sujet dont on parle depuis longtemps en France. Il y a eu récemment le rapport sénatorial qui a donné voilà, une conclusion. On était tous unanimes autour de la table. La loi de 86 sur la concentration des médias est obsolète. Il faut qu'on avance sur ça aussi en France. Et si le texte peut nous aider à avancer sur la question de la concentration des médias, ça sera déjà une bonne chose. Une petite différence avec ma voisine de droite concernant la question oui, géographiquement, concernant la question de l'indépendance des rédactions. Alors nous, on a une vision un peu différente, même si on partage évidemment le point de vue de la loi de 81, pardon, de 1880, qui a fait preuve d'une certaine élasticité depuis le temps qu'elle existe, etc., où il y a le fameux couple journaliste-directeur de la publication. Pour nous, il est important de redonner à la rédaction un droit d'opposition collectif, ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'indépendance juridique de l'équipe rédactionnelle, de donner en fait un poids juridique à la rédaction pour que la rédaction en son sein puisse notamment se saisir et s'auto-saisir contre des pressions d'où qu'elles viennent. Et ça, c'est totalement absent aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on aimerait aujourd'hui mettre en place. Alors, tous ces sujets-là, je vais en terminer là, parce que ce qui nous intéresse aussi à la table, c'est d'avoir vos retours. Tous ces sujets-là, on en parle depuis un certain nombre d'années, de derniers mois aussi en France, et on attend en France l'organisation des fameux États généraux du droit à l'information. Ces fameux États généraux, qui étaient une promesse du candidat Macron, dont on nous a dit ils auront lieu en novembre 2022, puis après en décembre 2022, puis après en janvier 2023, et aujourd'hui il y a encéphalogramme plat, donc on est au courant de rien, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc on espère que ces États généraux vont quand même arriver sur la table à un moment donné, puisque ça sera l'occasion notamment de balayer ces sujets-là au niveau français, des sujets qu'on retrouve dans le texte projet européen. Voilà, en espérant avoir été clair pour le moment. Merci, oui tout à fait. Je voudrais juste continuer dans les dates. Adina, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du calendrier de ce texte? Parce qu'il a été présenté en octobre 2022. Et voilà, je pense qu'on aimerait savoir exactement où il en est, quelles phases il s'apprête à avoir. Oui, tout à fait. Merci, Clotilde. C'est effectivement, le calendrier nous permet aussi de mieux comprendre le cheminement législatif et puis aussi de voir comment ces positions qui ont été exprimées peuvent être prises en compte à différentes étapes. C'est-à-dire que lorsque la Commission fait une proposition, donc en l'occurrence ici c'était le 16 septembre 2022, la Commission a le rôle donc, dans l'Union européenne de proposer des lois européennes. Et ensuite, elle les envoie en même temps au Conseil de l'Union européenne, donc aux ministres qui représentent les États membres, et ensuite en même temps au Parlement européen, donc pour que les députés européens se saisissent du texte et adoptent aussi leur position. Au niveau du Conseil, c'est-à-dire que le Conseil et le Parlement travaillent en même temps sur la proposition de la Commission européenne. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est une base de discussion pour le Conseil et le Parlement. Alors au niveau du Conseil, il y a 3 niveaux de discussion. Il y a le niveau des experts, donc aujourd'hui les experts dans le cadre d'un groupe de travail audiovisuel travaillent sur ce texte pour qu'on arrive à ce qu'on appelle une approche générale du Conseil, c'est la position du Conseil. Le but de la présidence suédoise, vous savez tous les 6 mois c'est notre État
qui gère le conseil. Donc l'année dernière c'était la France en début d'année, donc cette année en début d'année c'est la Suède. Donc le but de la présidence suédoise justement qui mène l'agenda et qui se donne des objectifs, c'est de finaliser la position du conseil d'ici le mois de juin, donc à la fin de sa présidence. Pour arriver à la position du Conseil, il y a des rapports d'étape, donc il y a un rapport de progrès qui a été discuté au niveau ministériel au Conseil culture du mois de novembre 2022. Donc en fait, on a, si vous voulez, il y a un cheminement au niveau du Conseil et en parallèle au niveau du Parlement. Donc le Parlement, la première étape dans la négociation, c'est de désigner les comités qui en sont responsables et ensuite un rapporteur. Parce qu'il faut savoir que les députés votent in fine la position en plénière, mais cette position est préparée dans les commissions compétentes. Donc ici, il y en a 3. En fait, il y a une commission qui est dans le livre, c'est la commission culture. Et ensuite, il y a 2 commissions qui sont attachées. C'est la commission justice et la commission marché intérieur. Et dans chaque commission, il y a un rapporteur général. Donc le rapporteur général du texte, c'est Sabine Verheyen. Et donc ensuite, pour la commission marché intérieur, c'est Geoffroy Guillet. Et pour la commission justice, c'est Ramona Strugari. Donc en fait, chaque comité travaille le texte, donc de son prisme, de son point de vue, et aussi pour trouver un équilibre entre les diverses partis politiques, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du Parlement, il y a une discussion qui est plus politique, il y a différents partis politiques qui sont représentés et qui ont une discussion politique et technique. Et donc, l'objectif du Parlement, c'est d'arriver à avoir une position, un vote en plénière, donc avec tous les députés européens, au mois de novembre. Ce qui veut dire que le trilogue, donc les négociations ensuite entre le Conseil et le Parlement, en présence de la Commission, peuvent commencer à l'automne. Et le but justement, c'est d'arriver à une position, donc à un texte final avant les élections européennes, puisqu'il y a des élections européennes l'année prochaine. Et justement, donc ça permet donc justement d'avoir une discussion ensuite, donc, je veux dire, pendant la position, pendant que le Conseil décide de sa position et le Parlement décide de sa position, sur les différents points de vue qui ont été exprimés. Et en gros, la négociation va se baser sur, imaginez une feuille, donc il y a 4 colonnes, et la première colonne c'est la proposition de la Commission, la deuxième colonne c'est la position du Conseil, qui est généralement plus conservatrice que celle du Parlement, la troisième colonne c'est la position du Parlement, et ensuite la position de compromis qui va être votée ensuite par le Conseil et par le Parlement européen pour que le texte devienne une loi européenne. Donc on parle d'un règlement donc, qui est d'application immédiate, il est spécifié dans la proposition que le texte en fait il est d'application immédiate mais 6 mois après sa publication dans le journal officiel de l'Union européenne. Mais je voulais juste apporter une toute petite précision par rapport au comité dont il a été question. Effectivement, aujourd'hui, on a un comité d'experts. ERGA, en fait, est un comité d'experts, donc il n'est pas du tout indépendant, puisque c'est un comité d'experts qui a été mis en place il y a quelques années. Et en fait, l'idée, justement, c'est de renforcer l'indépendance du nouveau comité qui est proposé. Et la Commission a proposé d'assurer le secrétariat, ce qui ne veut pas dire que la Commission va prendre des décisions. Et en fait, c'est aussi la Commission a fait cette proposition dans le cadre de son mandat de gardienne du traité, puisque la Commission européenne a plusieurs pouvoirs. En fait, il y a le pouvoir effectivement du monopole du pouvoir législatif, mais elle a aussi un pouvoir d'exécution sur le budget de l'Union européenne, et enfin un pouvoir qui est très important, c'est celui d'être la gardienne du traité. Et justement dans ce cadre-là, elle a proposé d'être d'assurer le secrétariat de ce comité, qui est effectivement un comité indépendant. Mais encore une fois, c'est une proposition de la Commission. Donc maintenant, c'est au législateur de décider, in fine, le sort de cette proposition. Merci. Avant de vous passer la parole, parce que je pense que vous avez pas mal de questions, j'espère, je voulais juste partager avec vous les avis de la Fédération européenne des journalistes et de Reporters sans frontières, parce que depuis tout à l'heure, on parle du fait que ce texte va cadrer, obliger, mais en rien contraindre. Donc par exemple, la FEJ, donc la Fédération européenne des journalistes,
la majorité des organisations liées au journalisme et à la protection de la liberté de la presse en Europe saluent l'initiative. Donc la FEJ comme RSF salue l'initiative. Le fait que pour la première fois on fait un constat assez réaliste du paysage médiatique et journalistique au sein de l'Union européenne. Mais pour ces organisations, très souvent, le texte ne va pas assez loin. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous partager et vous dire également que, évidemment, allez voir sur leur site pour voir les avis parce qu'ils sont longs. Il y a plein de choses à dire. Et en termes de sources, si c'est quelque chose qui vous interpelle, il y a un site qui s'appelle Toute l'Europe qui fait pas mal de bons papiers là-dessus. On a Euractiv aussi, il y a plein de sites sur l'actualité européenne qui en parlent et qui peuvent nourrir vos réflexions et vos interrogations. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi, je vais juste rajouter un point. Vous avez aussi le site de la Commission européenne. Je sais que sûr. Parfois il y avait pas mal. Bien sûr. Mais en fait, attendez, parce qu'il y a le communiqué de presse, donc vous tapez Média Freedom Commission européenne, et en fait il y a le communiqué de presse, mais après vous avez un document qui est très intéressant et qui est peu connu, c'est le Q&A, questions-réponses. Et donc en fait vous avez, il y a une quinzaine de questions qui sont listées et qui, à mon avis, sont utiles pour votre compréhension. Voilà. Merci. Je vais passer le micro. Bonjour, Romain Collat, la correspondance de la presse. J'ai une question pour Cécile Dubois, sur votre ligne rouge sur l'indépendance des rédactions par rapport à la direction de publication. Je voulais savoir si les propositions, par exemple du SNJ, mais de d'autres syndicats sur l'existence juridique des rédactions, c'était une proposition qui pourrait vous aller. Merci. Ce qui est nécessaire, c'est que la ligne éditoriale, enfin l'amendement qu'on a déposé avec News Media Europe, très précisément, c'est pas de brider la rédaction, c'est que la rédaction, puisque un directeur de publication, il n'est pas derrière le dos de ses journalistes et son rédac chef tous les jours, c'est que la ligne éditoriale soit décidée par la direction de publication. Et donc à partir du moment où la ligne éditoriale est décidée par la direction de publication, la rédaction, après, elle a sa marge de manœuvre, en fait. Donc, je pense qu'on peut, à mon avis, il est sans doute possible d'avoir un consensus. Mais par rapport à... Et ça, c'est sur le plan d'un accord avec le directeur de publication qui serait de nature à ne pas mettre en péril financièrement les médias, parce qu'en fait, les directeurs de publication n'investiront pas si ils ne peuvent pas maîtriser leur ligne éditoriale, tout simplement. Après, se pose la question, et donc c'est sans doute à étudier vraiment précisément, de l'articulation avec la loi de 81 pour que le journaliste reste protégé dans ses écrits. Et que ce soit toujours le directeur de publication qui assume, ce qui est le cas aujourd'hui. Et c'est quand même extrêmement important et extrêmement, je pense, nécessaire pour qu'un journaliste puisse faire tranquillement son métier. Bonjour, Yann Guégan, je suis vice-président du Conseil de déontologie journalistique et de médiation, le Conseil de presse français qu'Emmanuel a évoqué. Je crois que dans le MFA actuel, il n'y a pas de mesure consacrée au soutien au Conseil de presse. Dans la recommandation qui a été publiée en parallèle, il est beaucoup, recommandation qui s'adresse davantage aux éditeurs, il est beaucoup mentionné le rôle important des conseils de presse. Par ailleurs, la Commission soutient déjà, la Commission européenne soutient déjà les conseils de presse via le projet Media Council at the Digital Age. Je me demandais si dans votre esprit on pouvait aller plus loin à l'occasion justement de ce MFA, du travail d'amendement qui va être fait par les co-législateurs pour avoir un soutien encore plus franc de la part des États membres ou des éditeurs pour en tout cas favoriser un soutien à l'action des conseils de presse européens. Et j'en parle aussi parce que ce sont globalement des structures assez fragiles, notamment en termes de financement. Les conseils de presse ont beaucoup de travail, au niveau européen sont saisis à de multiples reprises, travaillent sur la déontologie comme Emmanuel l'a rappelé, mais avec des moyens financiers qui sont sans comparaison avec les moyens des autorités de régulation type Arcom en France.
Internet, je pense que c'est pour vous. Alors, comme je vous ai dit, la Commission a fait une proposition qui maintenant est en discussion donc, au niveau des États membres et au niveau du Parlement européen. Donc c'est à eux maintenant de vous adresser, en fait, c'est-à-dire au ministère français de la culture et puis aux parlementaires européens, notamment les parlementaires français qui sont dans les commissions culture, justice et marché intérieur, justement pour porter votre voix. Après, vous l'avez aussi vous-même mentionné, il y a d'autres lois européennes qui s'adressent, qui sont pertinentes par rapport à vous. Parce qu'en fait, le Media Freedom Act, ce n'est pas la seule loi européenne qui est pertinente par rapport au secteur de médias. Il y a plusieurs autres directives européennes, notamment par exemple sur l'indépendance des régulateurs, et qui sont justement pertinentes par rapport à la presse. Donc voilà, mon conseil, c'est que si vous voulez changer maintenant, vous voulez enrichir, porter des amendements, parce que ça s'appelle des amendements justement, c'est le cadre pour le faire, c'est le Conseil de l'Union européenne et puis le Parlement européen. Bonjour, Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Pour la Commission, je rejoins celles et ceux qui posent des questions sur le fait que le texte ne va pas assez loin. Et je vais vous faire une petite comparaison que tout le monde va comprendre ici. À Vienne, le 4 novembre dernier, les Nations Unies ont fait le bilan de leurs 10 ans du plan de sécurité pour les journalistes dans le monde. Et c'était un bilan qui était assez catastrophique aux yeux même des présentateurs et de toutes les personnes présentes. Le plan, il est très très bien, vraiment très bien. Je le dis sans aucune ironie. Il y a plus de 1000 journalistes assassinés pendant ces 10 ans. Et pourquoi? Parce que le plan n'a ni contrainte, ni côté concret. Ce dont tous les participants, qu'ils soient politiques, journalistes, éditeurs, sociétés civiles, convenaient. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que l'IMFE, qui est extrêmement intéressant et qui est novateur et que nous saluons, devrait effectivement aller plus loin sur des points concrets pour ne pas, dans 10 ans, avoir un bilan qui soit qu'elle puisse regretter. Ayant participé l'année dernière à la commission, avec la Commission européenne pour le bilan annuel de l'état de droit en Europe, nous pouvons constater d'une année sur l'autre, notamment en ce qui concerne les médias et la liberté de la presse, de recul, et pas seulement dans les pays en dehors de la France, en France même. Nous, on demande au moins 2 choses à l'EMFA. Premièrement, réaffirmer qu'on ne peut pas considérer qu'il existe des médias d'information sans journalistes. Et ça, c'est un point qui nous paraît symboliquement extrêmement important. Le deuxième point, je rejoins un peu Madame Dubois sur le manque d'indépendance du nouveau comité qui serait créé. Nous souhaitons que les professionnels puissent, ainsi que la société civile, figurer dans ce comité pour qu'ils représentent, en toute indépendance effectivement, les pays et les peuples européens qui sont dans le traité dont vous avez la garde. Sur la ligne éditoriale, j'ai entendu, je suis aussi française et SNJ, donc j'ai entendu Madame Dubois, et nous réaffirmons et rappelons que la ligne éditoriale est une chose et la déontologie en est une autre, c'est-à-dire la ligne éditoriale, c'est ce qu'on choisit de traiter, et la déontologie, c'est comment on le fait. Donc ce sont 2 choses quand même assez distinctes. Et la reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle viendrait appuyer le comment on doit le traiter, pas la ligne éditoriale. C'est pas notre truc, la ligne éditoriale. Elle est fixée une fois pour toutes, elle est admise ou pas par les journalistes qui rentrent, qui sortent, qui ne veulent pas, mais bon, c'est une chose qui est évidemment l'apanage des employeurs. C'est tout à fait normal. Et quand vous disiez, si le directeur de publication est responsable des journalistes, non, pardonnez-moi, le journaliste a une responsabilité en France qui est morale, professionnelle et judiciaire. Et on voit beaucoup de procès, et j'en terminerai là pour ne pas être trop longue, beaucoup de procès qui sont faits aux seuls journalistes et aux seuls articles qu'ils ont
qu'ils ont écrits et signés ou reportages, et pas au directeur de la publication. Et là, j'arrive au procès Bayon, qui est un des manques, me semble-t-il, du travail qui a été fait jusqu'à présent dans l'IMFS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas concrètement de, comment dirais-je, de contraintes pour celles et ceux qui engageraient des procès Bayon, par exemple, je ne sais pas, une consignation d'une énorme somme d'argent, etc., pour empêcher que ces procès Bayon, comme ce fut le cas par exemple pour Benoît Colombat de Radio France, durent 13 ans. 13 ans. 13 ans. Et des procès Bayon en France, il y en a partout. Et il n'y en a pas qu'en France. Merci, pardonnez-moi, j'étais un tout petit peu. Une précision, la question sur les procès Bayon dont il évoquait à l'instant font l'objet d'une directive à part. Oui, mais elle est transfrontière, elle ne concerne pas les entreprises privées. Bonjour, donc Boris Bizic, Fédération nationale de la presse spécialisée. Donc oui, bien évidemment, on partage également ce qui a été appelé cette fameuse ligne rouge, s'agissant de la responsabilité du directeur de la publication. J'attire tout de même votre attention par rapport à la responsabilité des plateformes. Nous, on n'est pas aussi enthousiaste que ça pour la raison suivante, c'est que certes, il est prévu de mettre en place une instance dès lors qu'un contenu serait retiré. On comprend bien évidemment que les propos haineux, discriminants, voire des fake news pullulent et qu'il convient effectivement de responsabiliser les plateformes. Toutefois, là, on parle de contenu presse, ce n'est pas exactement la même chose. Et que le retrait effectivement permis par ces plateformes, ce n'est pas uniquement au regard des lois, mais au regard de leurs conditions générales d'utilisation. Donc cela signifie effectivement qu'une plateforme pourrait tout à fait décider, par exemple, dans ses conditions générales d'utilisation, de refuser de maintenir en ligne des propos par rapport à tel ou tel autre droit. Et le fait d'avoir ensuite cette instance d'échange entre les éditeurs et les plateformes, encore faudra-t-il qu'ils se réunissent, ça prend du temps et pendant ce temps-là, l'article est retiré de la plateforme. Disons qu'à ce moment-là, pour le moins, il faudrait inverser la logique, c'est-à-dire pas de retrait. De toute façon, au niveau de la FNPS, on considère que ces retraits de contenu de presse ne peuvent être décidés que par le juge. Cécile Dupont, vous vouliez réagir? Oui, préciser notre position par rapport à cet article 17 qui concerne le retrait de contenu par les plateformes. Parce que, alors on a à la fois, pour préciser notre position, là j'ai fait un peu schématique tout à l'heure, on a à la fois aussi, nous, une réserve, on a un pour et une réserve. C'est-à-dire que ce qu'on considère absolument nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir un interlocuteur dans les plateformes quand il y a justement des problèmes de retrait de contenu totalement aléatoire. Et surtout, le problème qu'on a, au-delà même d'un retrait de contenu arbitraire, enfin, nos éditeurs n'ont pas eu vraiment tellement de problèmes de retrait de contenu arbitraire, à part les contenus qui effarouchent Facebook aux États-Unis et qui souvent après sont remis. C'est plutôt, ce qui s'est passé, c'est plutôt par exemple des usurpations de comptes, des choses comme ça, qui sont extrêmement problématiques pour un éditeur quand son compte est pris par un autre, etc. Et alors on a un problème de vide sidéral du côté des plateformes, c'est que ce sont des plateformes avec des moyens immenses, mais ils sont totalement sous-staffés en France, donc il y a une personne qui est censée s'occuper des médias, donc on imagine que son téléphone évidemment ne peut pas répondre à tout le monde, donc il n'y a pas d'interlocuteur en fait. Et il nous semble qu'à partir de cet article 17, on peut travailler à obliger les plateformes à avoir cet interlocuteur. Mais nous, on a une réserve, alors je ne sais pas si elle est partagée vraiment par les syndicats d'éditeurs, parce que c'est au-delà de simplement défendre la presse, c'est que ça fait une hiérarchie, clairement, ça impose de définir ce que c'est qu'un média. Alors bon, en France, c'est relativement simple, entre guillemets, puisqu'on a une commission paritaire des agences de presse et de la presse qui définit très clairement ce que c'est qu'un média, reconnu comme presse d'information. C'est pas forcément le cas dans tous les pays, donc ça va être un vrai sujet. Mais surtout, au-delà de ça, la loi de 81, c'est la défense de la liberté d'expression dans son ensemble, et ça, c'est extrêmement important à nos yeux. Donc c'est pas seulement la presse, il faudrait pas non plus. C'est important de valoriser la presse et de valoriser l'information, et là, je pense que vraiment, on est d'accord. Mais
c'est important aussi que l'ensemble des citoyens puissent s'exprimer librement et ne soient pas soumis à l'arbitraire des plateformes non plus, et donc qu'il y ait la contradiction, le contradictoire avant de supprimer des contenus de manière arbitraire est nécessaire pour tout le monde, pour la liberté d'expression. Oui, bonjour, j'avais une question ou plutôt une remarque dans le prolongement un peu de cet article 17, donc de l'exemption pour les médias, la fameuse exemption pour les médias. Je m'appelle Xavier Brandao, je suis le président d'une association qui lutte contre la haine et la désinformation. Donc là, j'ai un petit peu un point de vue un petit peu différent ou complémentaire, on va dire, parce qu'on promeut aussi évidemment le journalisme et la déontologie journalistique, même si on ne vient pas du journalisme. En fait, on fait partie d'une coalition d'associations en Europe qui s'inquiète énormément de cette exemption pour les médias, parce que nos collègues qui travaillent sur la désinformation pensent que ça va ouvrir grand les vannes de la désinformation, avec des gens qui se disent médias ou qui se disent journalistes, mais qui sont finalement des acteurs économiques ou des acteurs politiques ayant un objectif et utilisant les réseaux sociaux, comme on le voit tous les jours, pour propager ce qu'on appelle les fake news ou des informations ou les discours de haine. Et ce qu'on peut voir aussi avec des médias d'État, notamment en Pologne et en Hongrie. Donc nos partenaires en Europe sont assez inquiets de voir cette exemption pour les médias revenir, parce que c'est vrai qu'elle avait été supprimée du DSA, à raison, on pense. Alors on est tout à fait d'accord que les médias, c'est différent du discours citoyen ou du discours, donc il faut protéger la presse évidemment, de l'arbitraire des plateformes. Donc c'est une bonne intention, mais c'est peut-être une fausse bonne idée. Donc voilà, ma question portait plutôt sur le mécanisme d'autodéclaration, puisque en fait, le cœur du problème, c'est qu'est-ce qu'un média, qu'est-ce qu'un journaliste, et qui déclare les journalistes, qui déclare les médias, et est-ce qu'on peut se déclarer média? Et comme on le voit, on a des sites extrêmement populaires sur Facebook qui se déclarent médias et qui ne sont pas du tout des médias, et qui font extrêmement de mal, y compris à la profession de journaliste. Voilà, donc moi je voulais avoir un peu votre avis, Monsieur Boupard, Madame Dubois, précisément sur ça, ce mécanisme d'autodéclaration. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire? Est-ce qu'il faut une exemption pour les médias? Est-ce qu'il ne faut pas traiter les médias comme tout le monde? Car comme vous le disiez, on a plutôt un problème de sous-modération que de surmodération. C'est quand même assez rare. Il y a eu Musk qui a censuré les journalistes sur Twitter, mais c'est quand même assez rare. Ça pourrait arriver plus, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà, là il y a un vrai problème et on a très peur que la désinformation soit grande ouverte. Voilà. Rapidement, moi je partage votre point de vue. Je partage votre point de vue. Bon, c'est vrai qu'on a vu notamment sur les propos que vous parlez, mais des censures de tableaux, de Saint-Denis, etc., par des plateformes, etc. Donc c'est sûr que ça pose problème sur la question de la censure et de l'autocensure. Et moi je partage votre point de vue. Alors, je suis peut-être pas forcément le mieux placé, peut-être que Cécile pourra répondre par rapport à ça sur l'univers plutôt économique du média, mais moi je partage votre point de vue sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de modération, très clairement. On le voit dans les journaux, c'est open bar, etc. Alors on nous rétorque dans les rédactions, quand on interroge le directeur de la publication ou le responsable de l'entreprise en instance du personnel, vous vous rendez compte, ça fait, il faut embaucher du monde, quoi. Bah ouais, mais bon, oui. Bref, voilà. Non, mais je pense qu'on est assez d'accord en fait, parce que alors nous, SPID en tout cas, nous n'avons pas défendu, même dans le précédent règlement, l'exemption des médias, pour la raison évoquée avant, c'est-à-dire que la liberté d'expression s'applique à tous, mais la modération d'expression s'applique à tous aussi, donc je pense qu'on est assez d'accord sur le sujet. Adina, vous voulez... Oui, par rapport à différentes autres règles européennes, on a le Digital Single Market Act, et par rapport justement à la désinformation, les plateformes systémiques ont des obligations qui sont importantes. Vous parlez justement de la modération, ils ont des nouvelles responsabilités qui sont très importantes, et s'ils ne se tiennent pas à remplir ces nouvelles responsabilités, ils peuvent justement, d'ailleurs ça a été dit dans le cas de Twitter, aussi bien par le commissaire Breton que par la vice-présidente Jourova, si Twitter ne respecte pas les règles européennes,
avoir une amende et au pire ne plus exercer sur le marché européen, parce que finalement c'est ça notre plus grande force, qu'on a un marché européen et qu'on peut, on l'a fait avec le DSA, on l'a fait avec le RGPD, on a mis en place un certain nombre de règles qui sont devenues des standards mondiaux et voilà, la DSA ça a été adopté en fin de l'année dernière, en décembre, donc on est vraiment au tout début de la mise en œuvre. La première étape c'était qu'on définisse justement les plateformes systémiques, donc c'était il y a à peu près un mois, chaque plateforme devait envoyer son nombre d'utilisateurs déclarés systémiques. Et donc maintenant, on rentre justement dans le cœur du sujet. Mais malgré tout, même avant la mise en œuvre effective, on a eu des signaux très clairs au niveau politique, au niveau de l'Union européenne, des responsables, sur l'importance justement de ne pas juguler des journalistes et puis justement de mener la lutte contre la désinformation. Et vous avez tout à fait raison de la pointer, parce que nous avons devant nous des échéances démocratiques très importantes, notamment les élections européennes l'année prochaine. On a vu l'interférence, pour ne pas la nommer russe, dans différents rendez-vous démocratiques européens. Donc il est tout à fait essentiel d'avoir une politique de lutte contre la désinformation dans l'Union européenne. Bonjour, Steven Jambon, journaliste à RFI. Puisque le mot russe vient d'être présenté, j'aimerais qu'on parle et qu'on s'interroge ensemble sur la question de la régulation et donc de savoir qu'est-ce que ça peut changer en matière de régulation. On se souvient de l'interdiction de Russia Today, de Sputnik, etc. sur le sol européen, qui avait été une décision politique. Il n'avait pas été question de régulation. L'ERGA qui n'était pas intervenu dans cette décision. Et donc j'aimerais savoir ce que potentiellement ce texte pourrait nous permettre de faire. Est-ce que le comité européen des services de médias, qui va remplacer l'ERGA, si j'ai bien compris, aura comme pouvoir en matière de régulation, justement. Je dis ça en étant journaliste à RFI, où nos audiences, quand RFI est coupé au Burkina Faso, RFI est coupé au Mali, nous disent, ben voilà, on fait la même chose que ce que l'Union européenne a fait avec Russia Today et Sputnik. Alors oui, c'est une question essentielle. En fait, c'était pas la décision qui a été prise, c'est dans le cadre des sanctions contre la Russie. Et ce ne sont pas des cas comparables, parce que Russia Today et Sputnik, c'est des médias d'État qui étaient utilisés, et c'était la raison pour laquelle elles ont été coupées. Elles étaient utilisées en fait, elles n'étaient pas des médias, c'était des organismes en fait russes qui propageaient, c'est pas un narratif, on parle souvent du narratif russe, non c'est pas un narratif, c'est qui propageait en fait la désinformation, et c'était une arme de guerre en fait sur le territoire de l'Union européenne, parce qu'on allait au-delà de la désinformation, c'était vraiment une arme de guerre sur le territoire de l'Union européenne, et c'était la raison pour laquelle il a été décidé unanimement par les États membres de couper Russia Today et Sputnik dans l'Union européenne. Et la situation par rapport à RFI, elle n'est pas du tout la même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de communication de l'ERGA disant cela contrevient à tel point, tel point, tel point. Non, ça a été une annonce politique disant nous, 27, suspendons. C'était une décision, comment dire, c'était pas une décision, je ne dirais pas que c'est une décision politique, parce que c'était une décision législative, ça a été proposé par la Commission, approuvé par les États membres, sur la base de ce que je viens de vous expliquer, c'était que c'est une arme de guerre, c'est pour cela que ça a été coupé. Maintenant, pour ce que je ne veux pas comment dire, on est sur un texte, comme je disais, qui a été une proposition de la Commission européenne, et maintenant, en fait, je dirais que c'est trop tôt pour s'imaginer dans l'avenir, puisque, comme je disais, il y a encore le Conseil, donc les États membres, et le Parlement européen qui doivent trouver leur position. Or, pour le moment, aucun n'a trouvé sa position, donc c'est trop tôt pour se projeter dans l'avenir, parce que les textes peuvent encore beaucoup changer, en fait. Donc voilà, c'est ma réponse, peut-être que c'est un peu décevant, mais voilà, c'est trop tôt de se projeter sur un texte où la position du Conseil arrive au plus tôt en juin et celle du Parlement en novembre. Bonjour. Alors, on disait en France, finalement, il y a quand même pas mal de choses qui existent déjà, qui ont besoin d'être renforcées dans d'autres pays.
Mais du coup, ma question, c'est, même si j'entends bien que les discussions sont... il y a pas mal de choses qui peuvent évoluer, ma question, ça va être du coup, quel va être l'impact très concrètement pour les médias en France, finalement. Quels sont les points sur lesquels il y a les plus grandes attentes? Hier, j'ai entendu, par exemple, le débat autour du pluralisme. On a beaucoup parlé effectivement de la concentration des médias. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que c'est justement sur le financement de l'audiovisuel public? Quelles sont les véritables attentes pour l'univers médiatique français? Je vais répondre rapidement. Alors, il y a de nombreuses attentes, comme j'ai listé tout à l'heure, mais en effet, la crainte, c'est qu'il y a tellement de différences entre les pays dits de l'Est et les pays dits de l'Ouest, plutôt avancés sur certains points, qu'il y a tellement un écart important qu'on se demande si, au bout du bout, il n'y aura pas que des dispositions cosmétiques en France. Enfin, en tout cas, c'est la question qu'on se pose, très clairement. Et voilà, donc c'est la crainte, c'est la crainte. Donc si l'idée, c'est en effet d'avoir un... Parce que l'idée, c'est celle-ci, hein, je pense que Dina le dira, mais c'est d'avoir un texte commun pour que ceux qui sont, entre guillemets, en retard puissent combler ce retard-là. Ben, il ne faudrait pas que ceux qui sont, entre guillemets, en avance patinent de cela. Donc il faudrait aussi que ça monte d'un échelon supplémentaire. En tout cas, nous, c'est la crainte qu'on a. C'est pour ça que j'arrive pas très bien à comprendre quelle va être la conséquence précisément pour les médias en France. Actuellement, quand même, tel que le... Alors effectivement, c'est sous réserve de la mouture finale. Enfin, actuellement, tel qu'il est écrit le texte, quand même déjà cet article 4 qui rappelle les droits fondamentaux, le fait de rappeler les logiciels d'espion, etc., ça c'est quand même bien, ça va toujours mieux en le disant, c'est pour l'instant pas dans un texte français, à ma connaissance. Et puis sur le plan économique, très concrètement, le fait par exemple la transparence dans la publicité et l'obligation de ne pas discriminer dans la publicité publique, étant donné le montant que ça représente pour les médias, c'est quelque chose d'important. Et économiquement, ça a un impact pour les éditeurs et pour le pluralisme. Donc ça, c'est tout bêtement, c'est peut-être pas le plus gros article sur la liberté de la presse, mais très concrètement, pour le pluralisme économique, c'est intéressant. Et de la même manière que justement la pérennité du financement des médias publics et leur encadrement aussi par rapport à l'ensemble du pluralisme, c'est intéressant. Et aussi très concrètement, la mesure de l'audience, alors c'est pas pensé pour la France, cette mesure de l'audience, sans doute peut-être, mais nous on y voit un intérêt, c'est qu'on a un problème actuellement dans la mesure d'audience en France. Et cet article-là peut nous permettre d'essayer de mettre les mains dans l'horloge pour remettre en question la manière dont c'est fait. Très rapidement, j'explique le problème qu'on a, c'est que actuellement on a un organisme certificateur de l'audience qui compare les audiences des médias, sauf qu'en fait vous avez des médias qui font 100% de l'information sur des sites de médias qui font 100% d'information, et vous en avez d'autres qui ont de l'information, mais ils ont aussi des comparateurs, des dictionnaires, des tas de trucs qui ne sont pas de l'information. Tout ça fait de l'audience, et ensuite on va comparer les audiences. Excusez-moi, mais pour moi c'est des choux et des carottes, ça n'a pas une raison d'être comparé de la même... Donc par exemple, nous, avec un texte comme ça, on pourrait s'en saisir pour dire, alors maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on compare ce qui est de l'information et ce qui est de l'information, et pas ce qui est des dictionnaires, etc., parce que ça a un impact après sur les revenus publicitaires, et impact sur les revenus publicitaires, financement, pluralisme. Un des points concrets qu'on peut espérer en France, c'est l'audiovisuel public. Une instance proche de la Cour des comptes vient de dire que le remplacement de la redevance par la TVA était absolument impossible. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune budgétisation prévue actuellement sérieuse et pérenne pour l'audiovisuel public français. Donc grand espoir dans ce texte, à condition qu'on n'en reste pas sur financement suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire suffisant? Pour qui et comment? Est-ce que le texte pourra aller plus loin en entendant les acteurs principaux des pays sur, voilà, notre budget était de temps, on a besoin de temps. Très concrètement, là. Oui, je pense qu'effectivement, il y
y a beaucoup de choses qui ont été dites, effectivement. Je voudrais juste renforcer le point sur les logiciels espions, parce que c'est la première fois qu'on a une interdiction à l'Union européenne, et cela a clairement un impact, cette interdiction. Et puis aussi la proposition justement pour un journaliste, donc c'est une obligation pour l'État puisse mettre à disposition donc, du journaliste la possibilité de saisir une juridiction indépendante pour défendre, donc qu'il puisse se défendre contre la protection des logiciels espions. Donc ça c'est une proposition qui est très forte. Et puis après, ça a été dit au début, il faut aussi penser au niveau de l'Union européenne, parce qu'on pense beaucoup au niveau national, mais il faut penser au niveau de l'Union européenne. Et puis, Cécile, vous l'avez dit au début, aujourd'hui c'est la situation française, mais on ne peut pas savoir quel sera l'avenir. Donc là, on a une protection au niveau de l'Union européenne, c'est un règlement, ce n'est pas une directive justement, donc il n'y a pas besoin de transposition nationale. Et puis, effectivement, vous avez mentionné, Madame Pradali, la question de la pérennisation du budget du média public, et la question du financement est complètement essentielle pour l'indépendance des médias. Donc il y a une proposition qui est forte au vu aussi des compétences de l'Union européenne, parce que la proposition de la Commission a été travaillée pour que l'équilibre juridique entre les compétences des États et la compétence de l'Union européenne soit respecté. Et puis bien sûr, il y a aussi une autre disposition sur la transparence quant à la propriété des médias, où la France, justement, c'est marqué dans le dernier rapport sur l'état de droit de 2022, il y a des pays qui ont passé déjà des lois en la matière. Ce n'est pas le cas de la France, ni des Pays-Bas par exemple. Donc là, ce règlement apporte une portée supplémentaire, mais encore une fois, là on est sur la base des propositions de la Commission européenne. Donc le texte peut être enrichi, élargi dans le cadre de négociations, et c'est souvent d'ailleurs le cas dans les négociations législatives. Bonjour, Vincent Lequeux de Toute l'Europe, merci de nous avoir cités. Vous avez évoqué donc la transparence des propriétaires de médias. Il y a cet arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne qui porte sur un autre texte sur la loi anti-blanchiment, qui semble un petit peu remettre cette possibilité en cause. Je ne sais pas trop où on en est aujourd'hui dans les débats. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pouvoir être maintenu comme disposition, ou est-ce que l'arrêt de la Cour de justice le rend totalement caduque? Effectivement, il y a eu cet arrêt de la Cour de justice. Maintenant, il y a des discussions, comme je le disais, entre le Conseil et le Parlement. C'est à eux de statuer. La Commission a fait ses propositions. Vous avez beaucoup parlé de l'aide pour l'audiovisuel public. Qu'en est-il des aides pour la presse privée? Puisque ça aussi, c'est un lien quand même avec l'indépendance. Est-ce que ce règlement, il fait allusion ou pas? Alors, vous avez mentionné, j'avoue que je ne suis pas, sur ce point-là, je ne suis pas une spécialiste, donc je préfère ne pas dire de bêtises, mais vous avez mentionné au tout début, au niveau de la publicité, il me semble. Oui, la publicité, mais ce n'est pas des aides. Enfin, à ma connaissance, nous, on n'a rien vu sur les aides à la presse. Non, il n'y a pas des aides. Voilà, en revanche, c'est plus l'allocation de la publicité publique le texte prévoit que cette allocation, elle soit faite sur des bases non discriminantes, claires, transparentes. Et ça c'est un impact économique, mais ce n'est pas des aides à la presse. À ma connaissance aussi, mais bon, je ne suis pas une spécialiste, je n'ai pas travaillé sur la mouture du texte, donc je suis là pour expliquer le texte. Mais pour les aides à la presse, c'est le ministère de la Culture. Oui, pour répondre à votre question, concernant les aides à la presse, moi non plus, j'ai pas vu de choses concernant les aides à la presse, mais ça a été dit, la question des conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne des groupes propriétaires de médias, où à notre sens, ils ne doivent pas non plus mélanger les genres. Donc là, par contre, ça doit faire l'objet, à notre sens, d'une disposition contraignante dans ce texte. Sur la question des aides à la presse, plus spécifiquement,
Nous, au SNJ, on attend, vous allez dire c'est une marotte, mais c'est une vraie marotte. Hein. On attend au SNJ la tenue des États généraux du droit à l'information pour enfin parler de ces questions cruciales qui sont les aides à la presse, qui aujourd'hui sont distribuées sans contrepartie, malheureusement. Il n'y a pas de disposition, il y a des conventions cadres qui sont très pauvres, et les aides à la presse, c'est profite malheureusement aux plus gros, et on voit difficilement, nous, SNJ, des aides à la presse qui seraient distribuées à des nouveaux médias émergents, ou qui seraient en passe de se monter, et on voit qu'ils sont dirigés vers toujours un peu les mêmes. Donc, et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des conventions qui soient plus contraignantes pour distribuer ces aides à la presse, par biais de conventions cadres, où il faut, j'en parle sur la question de la régulation, notamment obliger les employeurs à adhérer à un conseil de presse. Par exemple, le CDJM, ça existe en France. En Belgique, ça existe comme ça. Alors ça a été compliqué en Belgique, mais tout le monde s'y est mis. Donc c'est-à-dire qu'en Belgique, c'est tu adhères au conseil de presse, toi employeur, sinon tu n'as pas d'aide à la presse. Et voilà, il faut y aller. Et c'est très bien. Et sur les aides à la presse, il y a beaucoup de travail à faire en France. Donc on attend les États généraux pour pouvoir en parler. Sinon, juste pas un point réglementaire, mais un point par rapport au plan de relance, parce que j'aime bien en parler à chaque fois. Il y a dans le plan de relance français, justement, il y a des mesures pour aider les journalistes et les éditeurs qui, justement, ont pâti pendant la crise de la Covid. Et donc, c'est une mesure importante du plan de relance français qui a été, justement, approuvé au niveau de l'Union européenne. Merci. Reste-t-il des questions? Non? Tout est clair sur la MFA, alors. Alors, petite synthèse, vous avez bravo, en tout cas. Bravo. Alors du coup, c'est l'instant promo. Adina et Agnès ont en salle Gabriel à 14h pour animer un atelier qui s'intitule Couvrir l'actualité européenne. Agnès est tout au fond de la salle. Alors moi j'en profite juste pour dire qu'il n'y a pas d'aide directe aux médias. Par contre, nos institutions respectives mettent en place des programmes de subvention, donc chaque année. Et auparavant, il y avait des seuils d'audimat ou de nombre de lecteurs, des seuils qui ont été abolis. Donc voilà, alors effectivement ce ne sont pas des aides directes, ce n'est pas des aides pour l'achat de papier, pour la presse par exemple, puisque on sait que le papier est un vrai problème, et le prix du papier à l'heure actuelle pour la presse quotidienne régionale ou l'information générale. Mais c'est juste ma petite touche, je voulais dire quand même qu'on avait des programmes de subvention. Et oui, donc voilà, moi je suis du Parlement européen, pardon, voilà pour cette intervention. Emmanuel est sur le stand du SNJ. Oui, voilà, avec les autres camarades. Et Cécile, on vous croise cet après-midi? Absolument. Voilà. Merci beaucoup, merci tout le monde.